Ce qui est extraordinaire, c'est le fait que ce film est presque sans parole. Presque sans parole et avec une musique superbe, et pourtant on comprend parfaitement les enjeux. Il n'y avait pas besoin de dire plus, en fait. C'est un parti pris. Ce film Green a été récompensé dans le monde entier, dans de nombreux festivals. Voilà, et donc on peut faire avec peu de moyens, mais avec enthousiasme, beaucoup. De ces animaux, je me demandais quelle était leur capacité, jusqu'où ils vont dans la compréhension des choses. Je dirais juste l'élite des êtres humains sur Terre, les plus sages, les philosophes, les chamans. L'orang-outan, il est juste l'étape au-dessus. Il est juste l'intelligence au-dessus des plus intelligents d'entre nous, je pense. Il a cette sagesse de vivre en harmonie avec son environnement, chose que nous, on n'a pas du tout. Il a cette compréhension des choses qui est globale. Il a une intelligence qui est bien supérieure à la nôtre, je pense, et il comprend tout ce qui se passe. C'est très fort la relation avec un orang-outan. Quand on passe du temps avec eux, des fois on rencontre des individus avec lesquels on a une réelle amitié, avec laquelle on a un réel rapport de confiance absolue, et une forme d'amour inconditionnel. Ce que je voudrais surtout dire au réalisateur, c'est qu'il a fait du vrai cinéma. C'est-à-dire que justement, c'est pas qu'il y a que quelques paroles, je crois qu'il n'y en a pas du tout. Et il y en a une seule, c'est Green. Uniquement l'image qui parle. C'est ça c'est ce que devrait être en fait le cinéma, parce que il y a des groupes de défense des orang-outans en Indonésie, des associations, enfin des mouvements puissants qui sont en train de naître. Le souci, je pense, aujourd'hui, c'est que malgré toutes ces associations, il n'y a pas de réel succès sur le terrain. Même le parc de Birouté qui s'appelle Tanjung Puting, qui est un des plus vieux sur lequel il y a eu l'attention des médias, même celui-là est en train de disparaître. Il fait la moitié de la taille qu'il fait aujourd'hui, qu'il ne faisait il y a 30 ans. Mais souvent les orang-outans en détresse, comme les deux qu'on voit sur l'arbre solitaire, là, on les a récupérés et puis on les a relâchés dans une autre forêt qui va être détruite un peu plus tard, mais ils ne savent pas où les mettre en fait, les orang-outans qui restent. Il n'y a pas un ralentissement justement de la déforestation Non, elle continue la déforestation. Je ne pense pas qu'elle continue à s'accélérer, mais par contre, elle continue. Ouais, malgré tout le lobby international, malgré toutes les réunions internationales, la déforestation est très réelle sur le terrain. Donc évidemment, il faut des gens qui se battent pour sauver les orang-outans, pour sauver la forêt, mais aussi pour que le système économique arrête de appuyer tout le monde. Et ce qui est bien montré dans le film, c'est que c'est ce système économique en fait qui est à la base de tout ça, et que c'est pas simplement un problème d'orang-outan. Parce que d'un côté, il y a une profonde humanité que confère précisément cette absence de parole. Ça met le doigt sur l'humanité qui ressort de tout ça. Et de l'autre côté, une profonde indifférence. Et ça fait deux mondes qui se côtoient et qui ne sont pas en l'honneur des hommes. Et ça n'a pas posé de problème d'être indiscret au milieu de... Donc j'y vais aussi comme ça avec beaucoup d'humilité, beaucoup de gentillesse et ça se passe bien, j'ai l'air. Mais quel est l'impact réel de, par exemple, votre film? Quelles sont les pistes de réflexion pour avoir des solutions par rapport à ça? Qu'est-ce que vous pensez, vous, qu'on devrait faire concrètement? Je pense que la solution qui est indirectement proposée dans ce film, c'est juste d'aller vers un ralentissement de la consommation. Et je pense qu'individuellement, c'est quelque chose qu'on peut tous faire. Juste consommer moins. Juste vivre plus simplement. Et de souligner que notre modèle de consommation, il n'est pas durable de toute façon. Il va s'arrêter un jour ou l'autre. On va se reprendre un retour de manivelle un jour ou l'autre. Donc peut-être qu'on peut déjà commencer à tout simplement arrêter, quoi, aller vers la décroissance, aller vers un autre monde où le luxe c'est d'avoir un vélo, pas une voiture, quoi, où personne n'a envie d'avoir une voiture parce que c'est trop la honte d'avoir une voiture. Je pense qu'effectivement la prise de conscience, elle existe. La volonté que ça change, je ne peux pas dire qu'elle existe. Il faut quand même être sérieux. Il y a qu'à voir ce qui s'est passé avec la taxe carbone. Tout le monde est conscient qu'il va y avoir des problèmes graves avec le climat. Alors, il y a plusieurs choses à dire là-dessus. Premièrement, ce que me disent mes amis qui travaillent sur les questions de climat et qui ont beaucoup essayé de communiquer là-dessus, donc Jean Jouzel, d'ailleurs qui fait
un des chapitres du bouquin, là. Et le truc, les gens qui se sont beaucoup exprimés dans les médias, dans les conférences sur ces questions, ont eu l'impression que l'histoire du climat, au début, c'était une histoire qui fait peur. On aime bien les histoires qui font peur, hein, comme quand on était petit, on aime bien le chaperon rouge, tout ça, le méchant loup. Tant que c'était un conte de fées, ça allait. Le jour où les gens se sont rendus compte que c'était vrai, là, ça s'est mis à leur déplaire. Et c'est à ce moment-là qu'on a vu fleurir des menteurs comme Allègre qui vont vous dire qu'il n'y a pas de problème. Et alors, les gens adorent qu'on leur dise qu'il n'y a pas de problème une fois qu'ils ont eu peur. Deuxièmement, on propose une taxe carbone pour essayer de commencer à réduire un petit peu la consommation les émissions de CO2. Cette taxe carbone était très critiquable. Mais il y avait deux manières de le faire. L'une, c'était de dire cette taxe carbone est critiquable, il faut la changer pour qu'elle devienne bien. L'autre, c'était de dire au secours, on ne veut pas une taxe en plus, foutez-nous la paix, on ne veut rien payer. C'est la deuxième option qui a été prise, au niveau global, par tous les partis pratiquement. Actuellement, la prise de conscience, c'est ah oui, c'est vraiment embêtant que ça soit comme ça, on voudrait que ça change, mais on ne veut rien changer nous. Alors évidemment, il y a l'action individuelle qui vient d'être proposée, et bien sûr, c'est extrêmement important parce que ça conditionne le reste. Mais évidemment, il faut aussi des actions collectives, on ne peut pas se contenter d'avoir la fraction sensibilisée de la population qui fait attention, puis tous les autres qui continuent à pareil, parce qu'à ce moment-là, on voit bien que ça ne suffira pas. Donc il est clair qu'il faut arriver à une pression suffisante au niveau politique, et pour le moment, on en est loin. La part de l'homme qui n'est pas civilisée est considérée comme bestiale, et donc mauvaise. Donc, dans notre société, et ça ne serait pas vrai chez des chasseurs-cueilleurs, aussi bien indonésiens que amazoniens, eh bien, notre perception de la nature et des animaux, c'est une perception encore un peu de type conte de fées, les gentils animaux et tout ça, mais en même temps, quand on est confronté à eux, ben, tout compte fait, on n'aime pas l'animal. C'est vrai qu'avant, on fabriquait un meuble, on le gardait 50 ans aujourd'hui, c'est pas vraiment la même... on est poussé, on est dans une société de consommation qu'on a construit. Un des problèmes des consommateurs, et ça je voudrais vous dire, c'est pas seulement de ne pas acheter, c'est d'arrêter de regarder que le prix quand on achète. Moi je suis agronome, je sais combien ça coûte de cultiver et de produire. Quand les gens après ne veulent pas payer, comment vous croyez que ça peut marcher? Alors, ceci des agrocarburants, effectivement, il n'y avait pas besoin quand même de regarder quoi que ce soit d'autre que le fait qu'on n'arrête pas de nous dire que la production agricole sera insuffisante pour les 9 milliards d'humains qu'on projette en 2050, pour savoir que si jamais, au lieu de faire de la nourriture, on se met à faire des agrocarburants avec les sols, eh ben, ça ne va pas aller. Hein. Il faut bien comprendre qu'à chaque tour de roue que fera une voiture, il y aura un type qui crèvera de faim pour le payer. C'est quand même comme ça que ça va marcher. Est-ce que le fait de changer de comportement, de consommation, c'est pas le fait de... En fait, c'est pas un privilège de l'Occident, parce que si on compare le problème de manière globale, les pays du Sud n'ont pas les moyens de faire de la décroissance. Ils sont pas encore à notre stade de consommation. Donc il y a vraiment un gros décalage par rapport à ça. En même temps, je dirais que la croissance telle qu'elle se fait actuellement, elle ne résout rien. Parce qu'elle permet à très peu de devenir très riches et à beaucoup de devenir encore plus pauvres. Et en plus, elle donne à tout le monde l'impression que c'est effectivement, comme ça vient d'être dit, en achetant des conneries qu'on sera heureux. Donc, donc les solutions actuellement proposées en termes de croissance économique, elles ne sont pas bonnes. Donc effectivement, moi je suis d'accord qu'il faudrait une croissance du revenu des plus pauvres dans les pays du Sud, et même d'ailleurs dans le nôtre pour le coup. Mais en revanche, il faudrait une telle décroissance des revenus des plus riches qu'on peut très bien ne pas avoir besoin de croissance pour que tout le monde aille bien. C'est ce que je disais tout à l'heure, il y a assez à manger pour tout le monde sur Terre, c'est pas tout le monde qui peut se le procurer. Donc il faut arrêter de croire que c'est la production totale qui est le problème. C'est pas la production totale, c'est la distribution et c'est les inégalités le problème. Et l'Agora, c'est parmi les associations qui réfléchissent aux conséquences de la technologie sur notre société, celles qui essayent de travailler avec les décideurs.